Donc la première chose que vous pouvez faire, c'est dans Maya, ouvrir la scène qui se trouve sur le réseau dans ressources, carac proto underscore MDL. Ok, donc c'est le fichier du modèle qui est déjà à la bonne taille. Souvenez-vous, le petit perso que je vous ai montré déjà dans Unity qui bouge dans tous les sens, eh bien c'est exactement ce modèle-là qui a été skinné, rigué, animé et intégré. D'accord. Donc c'est autour de ce modèle-là, pardon, qu'on va construire notre personnage. Donc la première étape consiste à exporter ceci et à l'exporter en OBJ pour pouvoir après le réutiliser dans ZBrush plus tard dans le cours. Donc pour ça, vous allez sélectionner les parties du modèle ici dans Outliner. Au préalable, et ça je dis ça surtout pour chez vous, parce que ici, comme il y a déjà des étudiants qui ont travaillé, le plugin d'export en OBJ est déjà activé, mais chez vous, il l'est peut-être pas encore si vous n'avez pas encore fait d'export en OBJ, donc vous allez dans Windows, Settings Préférences, Plugin Manager, et là, vous vérifiez que... Où est-ce qu'il est? Voilà. Ici, OBJ Export.mll est chargé. Et vous pouvez cocher aussi Autoload. Comme ça, chaque fois que vous allez ouvrir Maya, eh bien, ce modèle-là sera chargé aussi. Une fois que c'est fait, vous allez dans File, vous pouvez faire un Export Selection, et avec ces options, donc File, Type, vous allez chercher OBJ. Encore une fois, si ce n'est pas activé dans le Plugin Manager, vous ne pourrez pas avoir accès au File Type d'OBJ ici. Or, on en a besoin, donc allez l'activer. Et dans les options, eh bien, on va décocher les trois premiers, donc off sur les trois premiers, et on va juste exporter le smoothing et le normal. Ok, export selection, vous créez un nouveau dossier en local à côté de vos dossiers de travail, de concept, etc. OBJ, et vous sauvez ça avec le nom que vous souhaitez. Moi, ici, ça s'appelle caracproto.obj. Et vous gardez ça sous le coude pour plus tard, vu qu'on va utiliser ça plus tard dans le cours. Donc la première fois que vous ouvrez ZBrush, chez vous, vous aurez ce genre de configuration. C'est-à-dire que vous allez avoir le lightbox qui s'ouvre directement. Pour le cacher, vous cliquez ici sur Lightbox. Et par défaut, l'affichage de la zone de travail n'occupe pas tout l'écran. D'accord. Il se peut que sur les ordinateurs sur lesquels vous travaillez maintenant, ce soit déjà rectifié, donc que le fond ne soit pas avec l'horrible dégradé noir et que la taille soit déjà réglée. Mais je vous montre pour chez vous. Alors, d'abord, on va ici ouvrir le tiroir de gauche, fermer en cliquant sur la petite icône ronde ici, hop, les plugins. Et là, on va, en grabant la petite icône ronde du menu document, on vient déposer le menu document ici. Et c'est grâce à ce menu-ci qu'on va pouvoir régler la taille et l'apparence de ZBrush. Première chose, si ce n'est pas déjà fait, pour occuper tout l'espace, on va cliquer sur double. Et là, vous mettez oui. D'accord. Si ce n'est pas déjà fait, hein, si votre document n'utilise pas encore toute la taille de l'écran, ce qui est fort possible que ça soit déjà le cas, puisque d'autres étudiants ont travaillé avant vous. Alors, comment supprimer le dégradé? Eh bien, vous mettez ici la range à 0. D'accord. Et puis enfin, le background, pour le moment, il est encore fort foncé. Pour changer l'arrière, la couleur de background, vous cliquez ici sur Back, juste au-dessus de la range, vous maintenez en foncé et vous pouvez piquer n'importe quelle couleur dans l'interface. Ici, je prends le gris neutre qu'il y a sur les grosses icônes d'alpha, etc.
D'accord? Donc ça c'est juste pour avoir un meilleur confort de travail. Je vous suggère de ne pas utiliser le dégradé noir parce que ça ne permet pas de voir toutes les fonctions des outils. Par exemple, il y a des outils de clipping qui utilisent une courbe avec un côté de la courbe qui est en dégradé pour montrer quel côté va être clippé. Eh bien, avec le dégradé noir, vous ne pouvez pas voir ces options-là et c'est assez gênant. Donc, mettre un fond neutre va déjà vous aider. Maintenant, j'aimerais bien qu'à chaque fois que je démarre ZBrush, ce soit cette configuration-là qui apparaisse. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on clique ici sur Save as Startup Doc. Faites ça chez vous, faites ça ici aussi. D'accord? Maintenant, ça veut dire que chaque fois que je vais ouvrir ZBrush, vous voyez que c'est la bonne configuration qui se dessine. Vous cliquez sur la hitbox pour la cacher et on peut commencer à travailler. Alors à la base, ZBrush c'était un programme qui servait à faire de la 2D. D'accord? Donc il servait à faire de l'illustration en utilisant la 3D eh bien, pour faire déjà des effets de matière, des effets de volume, des effets d'éclairage. Ensuite, ça a été réutilisé notamment par Weta lors de la production de Lord of the Ring dans les débuts des années 2000. Et c'est grâce à l'intervention de studios comme Weta que ZBrush est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire le standard incontournable en modélisation high poly de personnages, mais aussi de décors, etc., que ce soit de l'organique ou du hard surface. Maintenant, il reste toujours des traces de cette époque où c'était un programme de 2D. Par exemple, par défaut, si vous dessinez sur l'écran, eh bien, vous avez des espèces de carrés en fausse 3D qui apparaît, impossible de tourner autour, etc. Ça, c'est avec la brush par défaut. Si vous voulez supprimer ce que vous venez de faire là, il faut faire CTRL-N, c'est-à-dire faire un nouveau dossier. Maintenant, on va aller chercher autre chose que cette brush qui permet de dessiner en 2D. Donc vous allez cliquer sur le gros S jaune qui se trouve au-dessus à droite dans votre boîte à outils et vous allez chercher le cube 3D. Ok? Maintenant, quand vous dessinez, vous voyez que vous pouvez dessiner des cubes 3D. C'est un beau progrès. D'accord? Ça reste de la 2D. En fait, le modèle ne s'active en 3D que à partir du moment où vous cliquez sur Edit. Et là, quand vous cliquez sur Edit, le dernier modèle que vous avez créé devient un modèle éditable en 3D. Comment nettoyer la scène encore une fois? Eh bien, vous cliquez sur CTRL-N et là, tous les modèles qui ont été faits avant de se mettre en mode édition sont supprimés. Pour manipuler l'objet dans la vue, donc on a vu que quand on cliquait à côté du modèle, ça faisait des rotations. Attention, si vous cliquez sur le modèle, vous allez commencer à peindre et à déformer le modèle, on n'en est pas encore là. Hein. Donc là, pour le moment, c'est les rotations en cliquant à côté du modèle. On a le pan en faisant un alt-clic en dehors du modèle. Et on a le zoom en faisant un alt-clic en dehors du modèle. Et pendant que vous laissez votre stylet appuyé, vous lâchez alt. Et là, vous commencez à zoomer. Alors ça, c'est les raccourcis ancestraux de ZBrush. D'accord? Ça, c'est comme ça que c'était au départ. Il y en a beaucoup qui s'en sont plaints. Et à un moment donné, dans le développement des différentes versions, ils ont rajouté un contrôle avec le contrôle clic droit, pas de souci. Contrôle clic droit pour zoomer. Maintenant, moi, ça me gêne de devoir faire des clics et des alt et des contrôles et des clics droits et des machins. Donc moi, je fais tout à l'ancienne avec alt, lâcher alt quand on zoome, ça marche très bien, d'accord? Mais si vous voulez, il y a d'autres raccourcis. Et là, je vous en donne deux, mais il y en a encore d'autres. Hein. Il y a peut-être moyen d'utiliser encore la roulette ou que sais-je. Bref, les plus simples pour moi, ça reste alt,
Et le zoom, quand on lâche l'alt, finalement, c'est une question d'habitude, mais une fois que vous avez pris le pli, ça va quoi. Ok? Donc ça, ce sont les moyens de manipulation de l'objet dans la vue. Maintenant, une fois qu'on a tourné assez longtemps autour de l'objet, ça devient difficile de voir où est le dessus, où est le dessous, se situer, pouvoir se repérer dans la vue. Alors, quelques, euh, quelques outils, quelques icônes pour pouvoir faire en sorte qu'on se repère un petit peu mieux. Déjà, on va activer la perspective pour comprendre qu'on est dans un mode en perspective. Ok? Ensuite, quand vous faites une rotation autour de l'objet et que vous maintenez Shift enfoncé, vous voyez que vous pouvez vous snapper sur des vues. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus facile de se remettre sur des vues et de se caler sur des vues. Quand vous faites des rotations autour de l'objet, vous pouvez remarquer qu'à un moment donné, votre objet, il commence à se décaler dans tous les axes. Et c'est pas très naturel pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser Maya ou Max, où là, ça reste toujours autour de l'axe Y. Eh bien, il y a moyen de faire ça dans ZBrush aussi. Donc, au lieu d'avoir la rotation sur X, Y et Z, comme c'est coché pour le moment, ici à droite, au milieu du menu avec tous les outils, vous cliquez ici sur Rotate on Y axis, et là maintenant, vous n'allez faire que des rotations sur l'axe Y. Maintenant, avant ça, on va repérer où est le haut et où est le bas. Et comment est-ce qu'on va repérer où est le haut et où est le bas? Eh bien, on va cliquer sur Floor. Et en cliquant sur Floor, vous voyez que cette brush vient appliquer une grille sous votre objet. D'accord? Donc la grille verte, c'est la grille qui vient se snapper sous votre objet. Ce n'est pas équivalent à la grille de Maya qui se trouve tout le temps en 0,0. Si votre objet est en dessous de la grille en 0, en dessous de 0 dans Maya, il sera en dessous de la grille. Ici, ZBrush vient plaquer la grille en dessous de votre objet, qu'il soit en 0 ou pas. D'accord? Donc ça, c'est une différence quand même qu'il faut noter. Qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que sur la petite icône Floor, il y a aussi d'autres axes qu'on peut cocher. Il y a un petit X et un petit Z. Si vous les activez, eh bien, on peut voir aussi les autres planes. Le plane bleu, c'est l'arrière. Le plane rouge, c'est celui de côté. Donc on a en vert, on a Y, en bleu, on a Z, et en rouge, on a X. D'accord? Maintenant, encore une fois, comment est-ce que je vais faire pour stabiliser mes rotations? Eh bien, je clique sur Rotate on Y-axis, et maintenant, quand je fais des rotations, je ne suis plus que sur l'axe Y, et c'est beaucoup plus facile à gérer, euh, et beaucoup plus proche de ce qu'on a comme sensation dans Max et Maya. Une fois que vous avez dessiné l'objet donc qui est en une des primitives de ZBrush, donc là on avait choisi le cube, pour pouvoir faire des modifications dessus comme si c'était un mesh, on va dire standard, il faut cliquer ici sur Make Polymesh 3D. D'accord? Ce qui fait que vous voyez maintenant, les options de menu changent et les options de menu correspondent aux mèches de base et non plus aux mèches de type primitive. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer ici sur Polyframe. C'est l'icône ici orange. Et là, qu'est-ce que ZBrush nous donne comme information? Eh bien, il nous montre le wireframe et il ajoute une couleur à l'objet. D'accord? Alors, le wireframe, c'est facile à comprendre, c'est la base, la structure de base, la topologie de base de l'objet. Et la couleur, c'est le polygroupe de l'objet. Quand il n'y a qu'une couleur, ça veut dire que toutes les faces appartiennent au même groupe de faces, puisque un polygroupe, c'est un groupe de faces. Mais on peut avoir des objets avec plusieurs groupes de faces, donc il pourrait y avoir des objets avec plusieurs couleurs. On verra plus tard que ces polygroupes, on peut les manipuler, on peut les utiliser pour faire une série d'opérations, de l'extraction, rajouter des bordures, rajouter de la définition,
On verra ça plus tard dans la pipeline avancée de personnages. Alors, maintenant, on a un premier type d'objet ici. On a un objet qu'on va devoir subdiviser pour pouvoir rajouter de la définition. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que ZBrush ne smooth jamais les faces les unes entre les autres. Si on a l'impression qu'on fait du high poly et des trucs super smooth, etc. dans ZBrush, c'est parce que c'est blindé de définition. Donc là, pour pouvoir rajouter des faces, finalement, je dois subdiviser les faces que j'ai. Et pour ça, c'est dans Géométrie, et vous avez Divide ici. J'ai déjà fait une fois, parce que le raccourci c'est CTRL D, j'ai déjà fait une fois CTRL D, donc on voit déjà qu'il y a une étape de subdivision, je vais le faire encore une ou deux fois, et on voit que chaque fois ça resubdivise les faces. Mais que, pour autant, c'est toujours des faces qui sont facettées, on le voit bien ici au niveau du coin, et c'est simplement le fait de rajouter de la définition qui va me donner l'impression, de loin, que l'objet est smoothé. Alors, petite note quand même, quand vous zoomez très fort sur votre objet, comment faire pour cliquer à côté de l'objet, pour faire les pannes, pour faire les rotates, etc. Eh bien, vous voyez que à l'intérieur du cadre de la zone de travail, vous avez un cadre blanc. Eh bien, quand vous cliquez hors du cadre blanc, c'est comme si vous cliquiez à côté de votre objet. Donc, vous pouvez encore faire des rotations, faire des zooms et faire des pannes à partir de cette zone-là. Ok, donc ici, si par exemple je zoome, un autre moyen de revenir facilement en vue plein écran, c'est cliquer sur F, qui va faire un frame de l'objet sur la vue. Et donc là, on va voir que la topologie va directement influencer la sculpture. Par exemple, ici, je vais mettre en subdivision 3. Je vais ici utiliser la standard brush, donc la brush par défaut. Et de la standard brush, je vais enlever le lazy mouse. C'est-à-dire je vais décocher lazy mouse dans stroke. Le raccourci c'est L. Pourquoi? Parce que quand on dessine avec la standard brush, par défaut, il y a une petite ligne rouge qui se propage à l'arrière de la brush. C'est le lazy mouse, c'est le stabilisateur de trait. J'en ai pas besoin pour le moment, donc je clique sur L pour le désactiver. Et là, on voit que là où les faces sont homogènes, eh bien, la déformation, elle aussi, est homogène. Par contre, là où les faces sont étirées et distordues, eh bien, je vais avoir un résultat qui est distordu aussi au niveau de la déformation. Même si je vais plus loin dans la subdivision, le fait d'avoir un maillage distordu à cet endroit-là, même si je... Pardon. Même si avec Shift, je viens smoother ici, vous voyez qu'il y a toujours des problèmes qui viennent se positionner à l'endroit où les faces sont distordues. Par contre, ici, pas de problème, quel que soit le... Donc là, je vais baisser un peu l'intensité de la brush pour pouvoir faire des déformations un petit peu plus douces. Quel que soit le coup de pinceau, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de problème. Ici, les faces sont vraiment homogènes et smooth. Je peux smoother de manière homogène sur la face, sur la surface, pardon. Par contre, ici, c'est une catastrophe. Que je smooth ou que je peigne, j'ai chaque fois des distorsions qui apparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les surfaces de subdivision, la bonne topologie, c'est quoi? Ce sont des quads uniformes. D'accord? Donc la topologie, c'est quoi? C'est le wireframe de base du mesh. Ok? C'est le base mesh lui-même.
Eh bien, la topologie, donc la manière dont il a été construit, est très importante pour les surfaces de subdivision. Donc, j'ai une bonne question donc d'un étudiant qui me demandait, bah, tiens, comment on fait pour travailler à une définition bien particulière. Bah, vous voyez ici, une fois que vous avez fait des subdivisions, vous avez une petite tirette. Et là, il vous dit qu'il y a 5 subdiv, 5 sdiv. Eh bien, cette tirette-là, vous pouvez la ramener en arrière, ou aller en avant, et venir peindre sur votre objet aux différentes subdivisions. On verra plus tard que, eh bien, à certaines subdivisions, on va faire certaines opérations et à des subdivisions plus élevées, eh bien, on rajoutera d'autres types d'informations. Donc concrètement, dans pardon, les subdivisions les plus basses, on va travailler sur la forme, la silhouette et les masses. Et dans des divisions plus hautes, on pourra aller travailler sur les rides, les pores de la peau, les veines. Et sur les divisions intermédiaires, eh bien, ce sera les masses intermédiaires, les masses musculaires, etc. Donc on verra les deux extrêmes, mais on ne va pas pouvoir travailler sur la forme de base de la silhouette à une division très haute. On verra qu'on va devoir gérer ça. Et voilà donc la tirette qui va servir à ça. D'accord? Donc on a vu le mesh là en subdivision. Donc c'est vraiment ce qu'il y avait à la base de ZBrush. Au départ, il n'y avait que ce type de mesh là. Ça veut dire que quand on voulait des topologies particulières, eh ben, on devait aller dans Maya ou dans Max, modéliser ces base mesh, puis revenir ici dans ZBrush avec. Il y avait beaucoup de va-et-vient à faire avec les autres logiciels. Bon, ils ont trouvé des solutions à ce problème-là en utilisant un autre type euh, de surface. Alors là, vous voyez la petite tirette qui est au-dessus, ça sert à voyager dans l'historique. Chaque objet a son propre historique et vous pouvez faire des undo et avoir votre objet tel qu'il était au préalable. D'accord? Donc là, c'est la petite tirette qui est là au-dessus. Et là, on va utiliser le Dynamesh. Alors, le Dynamesh, c'est quoi? Eh bien, c'est une grille qu'on va paramétrer au niveau de la résolution qui va être projetée dans tous les axes. Et chaque fois que la grille va rencontrer le mesh, elle va former des quads. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le problème avec la définition ici au-dessus. Et ici, je vais cliquer, je vais mettre une résolution de 32 et je vais cliquer sur Dynamesh. Là, à la question qu'il vous pose, donc, il vous dit que votre modèle a plusieurs niveaux de subdivision. C'est vrai puisqu'on l'a subdivisé quelques fois. Là, il demande si s'il veut friser les subdivisions avant de faire le Dynamesh. Et pour lui, friser les subdivisions, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer les subdivisions les plus hautes qu'on a déjà faites. Or, nous, on veut le garder smoothé. Donc, à la question qu'il pose ici, il faut mettre non. D'accord? Sinon, vous allez vous retrouver avec un truc avec très très peu de polygones qui est dynaméché et c'est pas ça que vous voulez. Une fois que vous cliquez sur non, eh bien, il fait sa projection. Et là, on voit que, bon, 128 c'était beaucoup trop, donc je remets 32. Bon, là j'ai mis 704, je sais pas pourquoi il fait des bugs pareils. Donc ici, vous cliquez sur résolution, vous faites 32, puis vous cliquez sur Enter et vous cliquez sur Dynamesh, vous mettez non. Et là, en fait, le Dynamesh, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il projette une grille qui est à la résolution de 32 dans tous les sens, dans tous les axes. Et vous voyez qu'il gère les intersections en créant parfois des triangles. En général, ZBrush préfère les quads, mais ici pour le Dynamesh, ben, on va être content quand même avec des triangles vu qu'il fait quand même un propre travail partout ailleurs.
Alors, à quoi ça sert en fait le Dynamesh? Le Dynamesh, ça sert à faire du sketch, à trouver ses formes. Ok, c'est la première passe de construction de l'objet. On va pouvoir faire plein de choses. Pourquoi? Parce que par exemple ici, si j'ai envie de faire une tête qui sort du cube, bien, je vais, par exemple, avec CTRL, je viens faire un masque ici. Avec CTRL-clic, je floute le masque, j'intervertis. Avec la brush Move BMV, je viens chercher ceci. Ok. Et avec la brush Inflate, je viens faire un gonflement ici du truc. D'accord? Maintenant, si je veux continuer à sculpter, vous voyez que j'ai très peu de faces disponibles. Eh bien, je vais recalculer le Dynamesh. Pour recalculer le Dynamesh, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'enlève le masque en faisant un CTRL-clic à côté du mesh. Ne tracassez pas, je vais réexpliquer tout ça après, hein. Je vous montre juste le truc. Et après, CTRL drag à côté du mesh, je recalcule un Dynamesh. Et là, j'ai à nouveau de la définition. Et je peux continuer à travailler et recalculer des Dynamesh à chaque fois. Attention, il ne recalcule un Dynamesh que si je modifie le modèle. C'est-à-dire que là, le modèle n'est pas modifié. Si je mets une résolution de, je ne vais quand même pas aller trop loin, de 320, vous voyez qu'il ne veut pas changer le Dynamesh. C'est seulement une fois que je mets 128, c'est seulement une fois que j'ai fait une modif qui va bien vouloir recalculer le Dynamesh. D'accord? Donc ça c'est important de noter ça. Donc je répète. Donc je répète ici, je prends la brush standard. La brush standard, donc on la trouve ici. On la trouve ici. Les raccourcis pour les brushes, c'est chaque fois B pour ouvrir le menu. S parce que c'est la première lettre de standard. Et là, je sais que la deuxième lettre d'identification de la brush, c'est T. Et c'est facile à retenir parce que c'est la brush standard et c'est BST pour le raccourci. C'est comme la brush move, c'est B pour brush, MV pour move. D'accord? Donc à chaque brush correspond à un raccourci. Donc là, je prends la brush standard. Et je viens dessiner des bidules sur le Dynamesh. Alors avec Alt, je viens creuser. Et sans Alt, je peux rajouter de la matière. Et avec Shift, je peux venir smoother ce que je viens de faire. D'accord? Donc ça, ce sont les raccourcis habituels. La fonction normale de la brush, c'est, dans ce cas-ci, ben voilà, c'est mettre du volume positif. La fonction inverse, c'est avec Alt. Dans ce cas-ci, c'est creuser. Et pour toutes les brushes, chaque fois qu'on met Shift, on vient smoother le résultat. Alors si vous voulez réduire l'effet du smooth ou la taille de la brush, etc. Alors la taille de la brush, c'est Draw Size. Le raccourci, c'est S. L'intensité de la brush, c'est Z Intensity. Le raccourci, c'est U. Et là, vous pouvez réduire l'intensité. Ça veut dire que pour le smooth, vous devez pousser sur Shift pour avoir accès à la touche smooth. Et vous pouvez diminuer la Z intensity du smooth lui-même. Comme ça maintenant, ben, ça smooth un petit peu, de manière un petit peu moins hard. Ok? Donc je réexplique. Une fois que vous avez fait des transformations sur le maillage, il y a deux moyens de recalculer un Dynamesh. D'accord? Soit vous ne modifiez, enfin, ici dans le cas où on ne modifie pas la résolution, vous pouvez soit décocher et recocher le Dynamesh. Et là, il a recalculé un Dynamesh. Donc ça veut dire que si je fais une déformation qui est un petit peu plus drastique, je décoche, je recoche et il recalcule le Dynamesh sur le maillage. D'accord? Donc Dynamesh, c'est maillage dynamique. Il recalcule le maillage au fur et à mesure. Donc on pourrait lui faire des bras, on pourrait lui faire un corps, il n'y a pas de problème.
il va recalculer chaque fois le maillage. Alors, l'autre solution, c'est par exemple, vous avez fait vos modifs et vous voulez recalculer directement, eh bien c'est un contrôle drag à côté du mesh. Et là, il recalcule un dynamesh aussi. Une fois que le dynamesh est activé, eh bien quand vous faites un contrôle drag, il va recalculer le dynamesh. Attention, si vous ne faites pas de modification, vous avez beau changer la résolution, il ne voudra pas recalculer le dynamesh. C'est-à-dire qu'il faut faire une modification sur le mesh pour pouvoir voir le dynamesh s'appliquer. Attention, effectivement, quand vous avez un masque qui est... je me remets à 32. Quand vous avez un masque sur votre mesh, et là par exemple avec contrôle on peut peindre du masque sur un mesh, et que vous faites un contrôle drag, ou que non, et que vous essayez de recalculer le dynamesh, il vous dit qu'il ne peut pas, et il vous met un message ici au-dessus que le masque doit être effacé avant de pouvoir faire le dynamesh. Alors pour effacer un masque, qu'est-ce que c'est? C'est un contrôle drag. Et puis après, pour recalculer un dynamesh, c'est un contrôle drag aussi. Ou alors cliquez ici sur le bouton. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais des changements et que je fais un masque, pour pouvoir recalculer un dynamesh, je fais un contrôle drag pour enlever le masque, un contrôle drag pour recalculer le dynamesh, et c'est parti. Ok pour tout le monde? Alors ici je vais rajouter un petit peu de définition au dynamesh pour pouvoir vous montrer la suite. Et la suite c'est faire des masques. Alors comment est-ce qu'on fait des masques? Eh bien c'est avec contrôle enfoncé, on peut peindre sur l'objet. Ok, on peut peindre des masques sur l'objet. Et avec CTRL et ALT, eh bien, on a la fonction inverse. Donc on peut retirer du masque aussi. On verra plus tard qu'on peut faire plein de types d'opérations. Et qu'est-ce que ça fait, un masque? Eh bien, ça empêche de travailler sur les parties qui sont masquées. Donc là, avec la broche standard, eh bien, je ne peux pas travailler sur les parties masquées. Donc je peux travailler sur les parties qui ne le sont pas. Donc là, c'est avec la brush standard, mais je peux aussi prendre la brush Move, BMV, et venir bouger certaines parties. Vous voyez que ce qui est protégé par le masque ne bouge pas. Alors un masque, il y a moyen de l'intervertir. Par exemple, CTRL-clic en dehors de l'objet permet d'intervertir le masque. Et pour enlever le masque, c'est du CTRL-drag à côté de l'objet. Et vous voyez que là, avec les manipulations que j'ai faites, eh bien, j'ai rajouté de la distorsion. Eh bien, je vais recalculer le dynamesh. Et là maintenant, j'ai à nouveau du maillage partout pour pouvoir continuer la sculpture du modèle. Alors, premier pinceau qu'on va utiliser, c'est la brush standard. Alors, comme je vous l'expliquais, il y a un raccourci pour toutes les brushes qui commence par B pour ouvrir le menu de brush. Ensuite, la première lettre de standard S et puis T pour l'identification de la brush standard elle-même. Alors, la brush standard, comment est-ce qu'elle fonctionne? Par défaut, vous avez vu qu'il y avait un lazy mouse sur
sur la broche standard, qu'est-ce que c'est qu'un lazy mouse? Ici, je dock le panneau stroke. Vous voyez qu'ici, il y a les options de lazy mouse. Le lazy mouse, en fait, c'est un stabilisateur de traits. D'accord? C'est-à-dire que je peux, grâce au lazy mouse, faire des traits plus précis que si je n'en avais pas. D'accord? Je vais mettre un petit peu plus d'intensité, comme ça vous verrez. Donc quand vous enclenchez le lazy mouse, euh, la brush a tendance à être un petit peu moins forte, un petit peu plus douce. Ok? Donc le lazy mouse stabilise le trait en fonction du lazy radius. Plus le lazy radius est grand, plus vous allez pouvoir faire des traits qui sont stables. Donc ça c'est la brush standard. Moi personnellement j'aime pas quand il y a les mouse, surtout au début. Surtout que c'est un tout petit truc de rien du tout qui vous permet juste pas de commencer à peindre directement. Donc en général je décoche les mouse. Le raccourci pour décocher le lazy mouse c'est L. D'accord? Alors la brush standard, avec S on va modifier la taille. On peut créer du volume positif. On peut creuser. Et on peut smoother avec Shift. Maintenant, on peut aussi jouer sur les paramètres du pinceau. On peut jouer sur l'intensité. On vient de voir que l'intensité, ben, ça permettait d'être plus ou moins, d'utiliser une brush plus ou moins forte. Et on peut jouer aussi sur le focal shift. Et le focal shift, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que si je fais une grande brush, on voit bien qu'il y a un rond à l'intérieur et un rond à l'extérieur. Le rond à l'intérieur détermine là où la brush a un effet à 100%, et la brush extérieure détermine là où la brush ne fait plus d'effet. D'accord? On voit bien ici l'application de ceci. Eh bien, le focal shift, ça détermine euh, où est la limite du centre, du rond central de la brush. Donc si je vais vers la droite, on voit que l'effet va être limité au centre de la brush et beaucoup plus flou vers l'extérieur. Tandis que si je vais vers la gauche, eh bien on voit que maintenant l'effet va être à 100% quasiment partout. D'accord? Donc ça c'est la notion de focal shift. Donc première brush, brush standard pour sculpter les grandes formes, etc. Deuxième brush, brush Clay Tubes, BCT. Alors la brush Clay Tubes, je vais baisser un peu l'intensité. Ça permet de venir sketcher et smoother les formes. Et avec la brush Clay Tubes, eh bien, on va pouvoir faire apparaître des volumes. Donc en général, ça s'utilise assez tôt dans la modélisation. C'est pour sketcher en général les grandes formes de l'objet. Et donc ça vient faire des petites couches de matière qui viennent se superposer les unes aux autres. D'accord? Avec le smooth, ça fonctionne bien. Et ça vient créer des formes intéressantes aussi au niveau des stries ici de la... D'accord? Donc ça c'est la brush Clay Tubes. Troisième brush, la brush Trim Dynamique, BTD. Et la brush Trim Dynamique, ça sert à aplatir. Donc là, par exemple, je vais prendre une intensité un petit peu plus faible aussi. Et là, je peux venir aplatir les coins. Je peux venir aplatir ici le bout du bazar. Donc quand on utilise ça avec la fonction normale, eh bien, on aplatit en poussant. Si maintenant j'utilise la fonction inverse avec Alt, je vais aplatir en tirant la géométrie vers la normale sur laquelle j'ai cliqué au départ. D'accord? Donc ça c'est Trim Dynamique, c'est pour venir aplatir
C'est un peu comme si vous peliez une carotte en fait. Hein, ça fait des petites lamelles de matière virtuelle. Donc ça c'est la broche numéro 3, le trim dynamique. Maintenant, la prochaine broche c'est la broche Inflate, B-I-N. Et la broche Inflate, ça sert à faire gonfler la géométrie sur la normale de la face. D'accord? Donc ça c'est la broche Inflate. Alors si vous faites la broche Inflate avec Alt, eh bien vous faites dégonfler la géométrie une fois encore sur sa normale. Bon, parfois il y a des artefacts qui arrivent, donc là il faut faire attention. Et vous voyez qu'avec le Dynamesh et un peu de smooth, il y a moyen de régler les problèmes. Ok, prochaine broche, c'est la broche Move, BMV. Et avec la broche Move, eh bien, on peut tout simplement déformer complètement les objets. D'accord? Ça fonctionne très bien en combinaison avec des masques, etc., comme on l'a vu. Donc ça, c'est la broche Move. On peut aussi faire quelque chose de plus local avec une plus petite broche. Ok, donc ça, c'est la broche Move. Et la dernière broche qu'on va utiliser, c'est la broche Dame Standard. Donc ça, c'est un set de 6 brushes qu'on va utiliser le plus. Il y aura d'autres brushes qu'on va voir et vous pouvez explorer cette brush comme vous voulez, mais avec ces brushes là, il y a moyen déjà de faire 90% du travail. La Dame Standard, c'est quoi? C'est une brush qui va venir rajouter du détail plus facilement. Donc c'est comme un petit couteau qui vient couper dans du beurre. Donc si vous prenez une plus petite brush avec une intensité un petit peu moins forte, eh bien vous pouvez venir dessiner le détail, mais vous pouvez aussi avec Alt venir renforcer certains coins. Donc par exemple ici je viens dessiner du détail ici au-dessus. Et si je veux faire ressortir le coin, eh bien avec Alt je viens faire ressortir le coin de la lèvre supérieure dans ce cas-ci. Donc vous voyez que Dame Standard, c'est un outil en général qu'on utilise une fois qu'on a déjà la forme de base. Et c'est l'outil qui va venir ajouter toute une série de détails. Alors c'est bientôt Halloween, donc amusez-vous à faire Une fois qu'on commence, on a du mal à s'arrêter, hein, donc de base, en fait, quand vous ouvrez des menus, vous voyez que moi ici, je peux ouvrir plusieurs menus en même temps. Je peux ouvrir Subtool, Géométrie, ok, je peux ouvrir plein de trucs en même temps. C'est important de pouvoir ouvrir plusieurs trucs en même temps parce qu'à ce stade-ci, on va jongler entre les différents menus. Or, par défaut, ça ne le fait pas. Pour le faire, vous allez ici dans Interface, dans Palette, et vous décochez One Open Subpalette. Et une fois que vous avez décoché ça, vous allez dans Config et vous cliquez sur Store Config. Comme ça, vous êtes sûr que chaque fois que vous lancez cette brush, vous n'avez pas une seule palette qui s'ouvre en même temps. Alors, ça, je vais
sauver. Donc, comment démarrer proprement avec le modèle que je vous ai donné. Donc là, vous affichez vos subtools. Et en fait, je vais fermer ZBrush et réouvrir ZBrush pour vous montrer comment on part à zéro. Donc, première chose à faire, vous dessinez votre cube. Cliquez sur Edit. Vous activez la perspective et le floor pour savoir où est le dessus et le dessous. Et vous réglez vos paramètres de navigation. D'accord? Ça, c'est la première étape. Toujours partir d'une primitive avant d'importer vos OBJ pour être sûr de travailler à la taille de cette primitive. Deuxième étape, et c'est là que ça devient important, on ouvre le menu Subtool. Alors, qu'est-ce que c'est que le menu Subtool? Eh bien, ce sont les objets qui composent le Z-Tool. Le Z-Tool, c'est quoi? C'est votre fichier ZBrush de modélisation. C'est-à-dire que quand vous voulez sauver un fichier ZBrush, vous n'allez pas dans File, vous voyez qu'il y a un File Save As, vous n'allez pas dans Document, il y a un document Save As aussi. Pour sauver, écoutez bien, parce que j'en entends qui parlent, mais écoutez bien ce que je dis. Hein. Donc, ok. Donc, pour sauver votre tool, c'est Save As dans les tools. D'accord? Si vous faites un file Save As ici, vous allez enregistrer le Z-Tool, mais aussi toute une série d'autres informations comme les matériaux, l'éclairage, les effets de rendu, etc. Or, non seulement les versions précédentes pouvaient être buggées et pouvaient corrompre vos fichiers, mais en plus, ça sauve des données inutiles à votre nécessité pour le moment. Donc, ici, sauver en Z-Tool, et le Z-Tool est composé de plusieurs subtools. Et là, on a le menu des subtools. Et ce qu'on va faire, donc, c'est importer un nouvel objet dans cette scène-ci, dans ce menu-ci. Et pour ça, je vais docker les Z-plugins. Je vais ici chercher Subtool Master, et dans Subtool Master, je vais faire un multi-append. Et là, je vais aller chercher l'OBJ que j'ai exporté de Maya. Alors, on ne le voit pas, pourquoi? Parce qu'il est caché par la boîte. Mais là, on voit bien qu'on a bien le fichier avec le perso, et on voit bien qu'il est à la bonne taille par rapport à une primitive de ZBrush. Et c'est ça qui est important, c'est de travailler à la bonne taille par rapport à ZBrush, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser tous les outils correctement. D'accord? Alors vous voyez que les différents subtools, eh bien il y a moyen de les cacher avec le petit œil qu'il y a à côté du subtool. Attention qu'un subtool sélectionné, donc mis en surbrillance, eh bien on ne sait pas le cacher. D'accord? Donc pour pouvoir cacher un subtool, il faut sélectionner un autre, et là on peut cacher l'autre subtool. Alors, pour changer aussi la couleur rouge un peu déplaisante, vous allez ici sur les matériaux, et vous pouvez assigner le matcap gray, qui est en général la matière neutre, matériau neutre que j'utilise pour sculpter. Et là donc on voit que on a importé ça à une certaine résolution. Et pour le restant du cours, ce que je vous propose de faire, c'est de subdiviser une, deux, trois fois le personnage, donc raccourci CTRL D, d'activer la symétrie avec X et de commencer à sculpter les formes. D'accord? Du visage, par exemple. Et donc pour sculpter, là on va sculpter en symétrie. Avec CTRL, vous pouvez aussi faire des masques.
Et là, essayez d'utiliser tous les outils qu'on a vus ensemble pour voir si vous comprenez bien l'outil et si vous avez... Vous n'êtes pas obligé de faire un truc très sérieux, hein. De toute façon, on commencera vraiment la... Bon, vous pouvez, hein, si vous voulez, hein, mais on va vraiment commencer dans le vif du sujet la semaine prochaine. Donc, dans les subdivisions les plus basses, on va utiliser euh, les outils pour modéliser un petit peu plus des formes générales. Donc là, j'utilise du ClayTube pour... donc dans les subdivisions les plus basses, eh bien on va dessiner les formes de base. Et on va resubdiviser pour pouvoir aller dans les subdivisions les plus hautes avec la broche dame standard par exemple, pour venir rajouter du détail. Et donc là, bien travailler sur les différents niveaux de définition pour pouvoir aller y apporter eh bien, l'information adéquate. Parce que si vous essayez de travailler les formes générales ou de smoother les formes générales quand il y a trop de définitions, vous n'y arriverez simplement pas en fait. Donc au niveau plus bas de subdivision, on va pouvoir travailler sur les formes générales. D'accord. C'est-à-dire que si je smooth à cette étape-là, avec Shift, eh bien, je smooth la forme complète. Par contre, je ne smooth pas le détail, puisque j'ai toujours le détail qui est sur la subdivision principale. Par contre, si je smooth au niveau de la subdivision la plus haute, ben, je smooth le détail, mais je ne smooth pas la forme. Donc toujours bien travailler à la bonne taille, au bon niveau. Bon, c'était pas prévu de vous montrer la théorie sur les subtools aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer. Donc par exemple, je vais réimporter le personnage en OBJ. Donc là, j'ai une autre version du personnage ici. Là, si je mets le polyframe, on voit qu'il y a un seul groupe, il y a une seule couleur sur tout le modèle.
Ce qu'on va faire, c'est demander à ZBrush dans Polygroup de reconnaître les groupes de face par la continuité des modèles. Comme c'est plein de petits morceaux de modèles mis ensemble, eh bien il reconnaît plein de couleurs. Grâce à ça, on peut isoler la tête. Donc avec CTRL et SHIFT, on a accès aux outils de clipping et notamment aussi aux outils de reconnaissance de polygroup. Donc là, je reconnais la tête et je l'isole. Et puis, dans les subtools, il y a moyen de faire un split hidden. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? Maintenant, on a le corps qui est isolé et la tête qui est isolée. Donc on peut travailler indépendamment sur les deux. Et donc on peut faire un dynamesh sur la tête, comme je vous ai montré sur le cube. Et voilà, donc là c'est pour ceux qui veulent vraiment séparer la tête pour faire un dynamesh, etc. Ben, vous pouvez. Sinon, vous pouvez juste sculpter la tête, ça marche aussi. Hein. Pour essayer les outils, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Mais comme ça, au moins, ben, vous avez une idée.